Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Au sommaire, les candidats au certificat d'études primaires sont évalués depuis ce matin sur toute l'étendue du territoire national. Un examen blanc qui vise à les mettre dans les conditions de composition identiques au jour J. Le constat est à suivre dans cette édition. Au Brésil, la situation devient inquiétante. Seulement 16% de la population sont vaccinés pour cause d'inondation pendant que le taux de pauvreté s'accroît de façon vertigineuse avec 435 000 morts du coronavirus. Puis 197 Palestiniens dont 58 enfants ont péri suite aux frappes de l'armée israélienne. Du côté israélien, on dénombre 10 morts dont un seul enfant. Merci pour l'attention. Les candidats à l'examen du certificat d'études primaires CEP, session de juin 2021, composent depuis ce matin l'examen blanc national. La composition vise essentiellement à les préparer à l'examen du 7 juin prochain. Clémence Tonoucoin, Denis Maroya sont allés faire le constat pour se convaincre de l'effectivité de l'examen blanc dans un centre de Glodjibé. Le centre de Glodjibé 1 dans la commune d'Abomey-Calavi accueille plus de 600 candidats à l'examen blanc national du certificat d'études primaires CEP. La composition a démarré par l'épreuve de lecture appelée compréhension de l'écrit. Dans ce centre, tout se passe bien, a confié Arnaud Deguénon, le chef centre. Nous avons environ 630 candidats dans le centre. 630 candidats qui composent régulièrement dans le centre. On n'a pas du tout d'abandon pour le moment. Mais les absences tournent autour de 20. Nous attendons que les statistiques nous parviennent réellement. On avait déjà circulé dans les salles. Nous attendons que les statistiques nous parviennent pour pouvoir remplir le tableau que vous voyez. Le matin, on n'a pas eu de difficultés majeures. Ça se passe bien jusqu'à présent. Nous pouvons retenir principalement deux objectifs. Le premier, c'est pour jauger le niveau des enfants. Et en temps opportun, y apporter des remédiations pour que l'enfant soit plus aguerri pour le CEP. Le second, c'est permettre aux enfants de s'adapter au centre d'examen. Parce qu'ils reviendront composer dans 3 semaines pratiquement dans ce même centre. Leur permettre de s'adapter déjà au centre pour ne pas être dépaysés ce jour-là. La composition prend fin le jeudi prochain et les résultats sont attendus ce même jeudi. Des dispositions sont prises à cet effet. Il y a une équipe juste derrière moi là, qui est en train d'être mise en place pour la correction. C'est la sous-commission correction. Et elle va démarrer ses travaux juste après la première épreuve que nous sommes en train de dérouler actuellement. De l'autre côté, vous les voyez déjà à l'œuvre, nous avons le secrétariat. Donc tout se fait de façon automatique. C'est toute une chaîne qui travaille pour que les résultats soient disponibles le jeudi. Et aussi bien aux chefs d'établissement qu'aux parents, nous demanderons tout simplement de bien vouloir tenir compte des résultats que nous aurons dans cette semaine pour les examens blancs, là, de tenir compte des résultats, d'y apporter les remédiations nécessaires pour un lendemain meilleur pour nos enfants. L'examen national du CEP session de juin 2021 est prévu pour se tenir du 7 au 10 juin prochain. Intéressons-nous à présent aux méthodes à adopter pour réussir son examen. Vous ne l'ignorez point, la réussite à un examen dépend en grande partie des efforts fournis par le candidat tout au long de l'année. Je vous propose de suivre ici les conseils d'une spécialiste en sciences de l'éducation pour de bonnes révisions. Elle est au micro de Clémence Tonoucoin et de Jean-Baptiste Bocco. Je suis candidat ou candidate. C'est le premier jour où j'ai mis pied dans ma classe d'examen, que ce soit le CM2, la classe de 3e ou la terminale, que je m'engage pour ma réussite. Et s'engager pour sa réussite, c'est se planifier. Donc la planification, c'est la gestion personnelle de son temps de travail, en dehors de ce qui est fait, les emplois du temps officiels. Le candidat doit avoir lui-même son emploi du temps personnel de travail qui chevauche avec l'emploi du temps de l'école. Je donne l'exemple d'une simple journée.
Si je commence ma journée à mon réveil à 5 heures, c'est-à-dire mon emploi du temps de travail commence de 5 heures jusqu'à l'heure où je me couche. Et ça tous les jours. De 5 heures à 6 heures, qu'est-ce que je fais? De 6 heures à 7 heures. Je sais qu'à partir de 7 heures ou 8 heures, je serai à l'école. Donc, au moment où je suis à l'école, ça suppose que je n'ai plus moi-même qui travaille. Je suis soumise au rythme de l'école. Mais à l'heure de pause, entre midi et 15 heures, je reviens à moi-même. Donc, je dois m'organiser pour pouvoir travailler. Et c'est pareil l'après-midi jusqu'à l'heure de se coucher. C'est ce même emploi du temps qu'on doit continuer par exploiter, à l'exception que cette fois-ci, c'est la période des révisions. Il faut plus axer sur la reprise des devoirs de classe déjà faits, les examens, les épreuves. Le travail personnel a un grand pourcentage dans la réussite de l'apprenant. Parce qu'il faut se jauger et voir là où il y a encore des insuffisances, là où il y a encore des lacunes et pouvoir remédier à ça si on le peut soi-même ou demander de l'aide auprès des professeurs, des maîtres ou d'un tiers. Dans le même registre, la psychopédagogue revient sur les rôles des parents au cours de cette période de pré-examen. Ils doivent aménager la santé des apprenants et ils doivent préserver leur santé mentale. Quand je parle d'aménagement de leur santé, il faut prévenir le paludisme chez les candidats, mais avant, il faut les déparasiter et veiller à leur alimentation. Il faut que l'alimentation soit vraiment une alimentation saine. Parce que l'enfant, lorsqu'il n'a pas une bonne alimentation, ça peut avoir un impact sur son apprentissage. S'il y a des éléments nutritifs qui manquent dans son alimentation, s'il y a des vitamines ou des sels minéraux qui manquent, cela peut susciter simplement le non-envie de toucher au cahier. Il faut qu'il respecte ou amène les enfants à respecter le temps de sommeil. En journée, l'enfant il peut ne pas faire systématiquement la sieste et dormir, mais au moins se coucher. Mais la nuit, il faut qu'il se réveille de temps en temps dans la nuit pour voir est-ce que l'enfant ne traîne pas trop devant ses cahiers, est-ce qu'il a un sommeil reposant. Parce qu'il y a des enfants qui se couchent, mais qui ne trouvent pas le sommeil. Et parce qu'il y a peut-être la peur de l'examen, la peur de l'échec et autres. Quand l'enfant est stressé, il faut pouvoir le rassurer, il faut pouvoir le motiver. Et je parlerai beaucoup plus de l'effet Pygmalion. C'est le fait de croire en l'autre, à l'enfant, en tout individu, au fait, en sa capacité de pouvoir réussir. On a des enfants certainement en cette période, dernier moment, qui ont encore des difficultés. Il ne faudrait pas que les parents focalisent leur attention sur ces insuffisances-là. Il faut qu'ils puissent dire aux enfants, je te fais confiance. Je sais qu'il y a des difficultés, mais elles ne sont pas insurmontables. Tu peux y arriver. Le « tu peux y arriver » est très capital pour l'enfant. En images annoncées pour débuter le samedi dernier, la répression des infractions routières n'a duré que 24 heures. La Direction générale de la police républicaine a décidé d'arrêter les contrôles routiers pour cause. Un moratoire de quelques jours est accordé aux usagers afin de leur permettre de se mettre en règle. Les nouvelles modalités de la répression sont à préciser les jours à venir. Actualité en dehors du Bénin, la bande de Gaza à nouveau bombardée. L'Israël a accentué ses frappes aériennes depuis ce week-end, faisant des dizaines de victimes. Une fois de plus, le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni en session d'urgence, n'a pas pu s'accorder sur la résolution de ce conflit. Bande de Gaza, cette nuit. Le bruit des frappes aériennes résonne inlassablement dans l'enclave palestinienne. Plusieurs dizaines de raids aériens ont été menés ces dernières heures contre des cibles terroristes selon l'aviation israélienne.
La journée de dimanche s'annonce d'ores et déjà comme le plus lourd bilan quotidien depuis la reprise des hostilités il y a une semaine entre le Hamas et ses alliés qui dirigent le territoire palestinien et l'armée israélienne. Si les victimes s'accumulent à un rythme effrayant, elles n'empêchent pas les dirigeants israéliens de vouloir maintenir l'intensité des combats. Notre combat contre l'organisation terroriste se poursuit avec force. Nous faisons payer très cher au Hamas son insupportable agression. Les forces armées ont mené des attaques contre plus de 1500 cibles au cours des derniers jours. Aucun autre pays souverain n'aurait agi différemment d'Israël contre une telle organisation terroriste qui cible ses citoyens sans distinction. Ce n'est pas seulement notre droit de légitime défense, c'est aussi notre obligation morale. Tensé pour la destruction par l'armée israélienne samedi d'un immeuble abritant la chaîne qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press, le Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est défendu, affirmant que le bâtiment abritait des organisations terroristes. Il s'est par ailleurs prévalu du soutien de Washington. Ce support du président des États-Unis Joe Biden paralyse pour l'instant toute initiative internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU n'a toujours pas effectué de déclaration commune en raison du refus américain, aux grandes dames du secrétaire général de l'organisation, Antonio Gutiérrez. Les hostilités actuelles sont tout à fait effroyables. Ce nouveau cycle de violence ne fait que perpétuer les cycles de mort, de destruction et de désespoir, et repousse toujours plus loin tout espoir de coexistence et de paix. Les affrontements doivent cesser immédiatement. Les roquettes et les mortiers d'un côté et les bombardements aériens et d'artillerie de l'autre doivent cesser. Je demande à tous les intervenants d'entendre cet appel. En attendant des prises d'initiative internationales, le conflit fait des ravages parmi la population gazaoui. Les combats auraient conduit plus de 40 000 habitants du micro-territoire à fuir leur logement, selon le ministère de la Santé locale. Des tensions qui s'étendent également à la Cisjordanie, ainsi qu'au sein d'Israël, où les violences intercommunautaires se multiplient. Restons en Israël où après une semaine de combat, 197 Palestiniens dont 58 enfants ont péri suite aux frappes de l'armée israélienne. Du côté de l'Israël, on dénombre 10 morts dont un seul enfant. Les Palestiniens n'espèrent plus une intervention de la diplomatie étrangère pour trouver une solution à cette crise. Les vies de 8 enfants ont été consumées dans le feu des raids israéliens. Ils sont accompagnés jusqu'à leur dernière demeure par une foule à la fois endeuillée et en colère, comme cela arrive souvent dans ces circonstances tragiques. Des générations de Palestiniens se sont demandé pourquoi Israël cible des enfants. Une fois au cimetière, ces questions restent sans réponse. C'est le plus grand malheur. 2014, 2008, 2012, une chose pareille ne s'est jamais produite auparavant à Gaza. On reste à la maison dans l'attente d'une nouvelle frappe et dans la crainte que nos enfants puissent mourir. Le monde entier doit se mobiliser. Les raids aériens israéliens confirment que la politique de Jérusalem ne change pas. La terre est brûlée, constatent les Palestiniens, debout devant les décombres de leur maison. Une frappe a été lancée contre la famille d'Adaf Khatib sur un bâtiment de 3 étages qui s'est effondré sur les têtes des résidents endormis. 8 enfants et 2 femmes ont été tués et tout le quartier a subi des destructions massives. Voilà ce que je veux dire aux Israéliens et au monde entier. Regardez qui est opprimé ici et qui est oppresseur, qui est un terroriste et qui ne l'est pas, qui tue des enfants et qui ne les tue pas. Aujourd'hui, 8 enfants sont morts en un instant. Cela montre au monde qui est le vrai terroriste. Les Palestiniens de Gaza rejettent la version israélienne selon laquelle les mouvements armés palestiniens utilisent des civils comme boucliers humains. Selon eux, il n'est pas compliqué de faire la différence entre des lance-roquettes et des enfants. Nous sommes choqués par ce qui s'est passé cette nuit. Nous savons que les Israéliens ont toute la technologie possible à disposition. Et tout ce qu'ils font, ils le font avec précision. La technologie, l'aéronautique, tout. C'est incroyable qu'ils aient attaqué et tiré des missiles sur cette maison. 10 enfants ou 9 enfants et leur mère. Comment peuvent-ils faire ça quand ils savent que cette maison est pleine d'enfants ?
En dépit de tout, les Palestiniens ont hérité de leurs ancêtres la capacité à surmonter toutes ces épreuves et ont bien appris que la mémoire est plus forte que les mensonges et les falsifications. Au Brésil, seulement 16% de la population ont été vaccinée pour cause d'inondation. Le taux de pauvreté évolue de façon vertigineuse dans le pays, associé aux 435 000 morts du coronavirus. La situation devient très inquiétante. Un malheur n'arrive jamais seul. Au Brésil, alors que la campagne de vaccination démarrait tardivement piétine et que 80 millions de personnes âgées restent à vacciner, elle pourrait être encore plus ralentie par les inondations qui frappent le pays. L'État de l'Amazonas connaît de fortes pluies supérieures à la moyenne qui compliquent l'approvisionnement de vaccins. Dans les zones les plus reculées de l'État, entre pauvreté et intempéries, le quotidien des habitants devient de plus en plus hasardeux. Chaque année, les eaux montent. Mais cette année, c'était vraiment rapide. Nous ne nous attendions pas à ce que les eaux montent si vite. La montée des eaux a stoppé la campagne de vaccination pour ces zones sous-développées. Face à une population vulnérable, les professionnels de santé ont dû utiliser des bateaux pour livrer les vaccins. Les Brésiliens, eux, construisent des échafaudages à l'aide de planches en bois pour ne pas être submergés par les eaux montantes. Ils ont également remplacé leurs moyens de transport par des canoës. Dans l'état de l'Amazonas, 20 municipalités sont en état d'urgence et 22 rivières débordent selon les autorités. La région pourrait connaître les pires inondations depuis un siècle. Enrayé dans une crise économique à cause de la pandémie, le Brésil voit naître de nouvelles favelas. À Sao Paulo, de nombreuses familles ont été licenciées et sont contraintes de quitter leur domicile pour s'installer dans la favela de Penha Brasil. Tout le monde a fini par être licencié. Sans emploi, je ne pouvais pas payer mon loyer, j'ai été expulsé de l'endroit où je vivais et j'ai trouvé la solution ici. J'ai construit ma petite cabane et je vis maintenant ici. Nous avons décidé de venir ici parce qu'avec lui seul qui travaille, ce n'est pas possible, avec 2 jeunes enfants. Un de 4 ans et l'autre de 2 ans. Les choses sont devenues difficiles et nous avons dû venir ici. Mais avant, je travaillais aussi. La pandémie a significativement fait augmenter la pauvreté, déjà très présente au Brésil, deuxième pays le plus durement touché par le coronavirus. Dans beaucoup de favelas, l'approvisionnement en eau est un combat et le raccordement avec les canalisations est la plupart du temps illégal. Si l'État de Rio a annoncé un plan de privatisation de l'eau afin d'améliorer les conditions de vie, pour de nombreux habitants, cet objectif sonne davantage comme une utopie qu'une réalité. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain.